Et donc bonjour Jean-Christophe Lagarde. Bonjour. La première question que j'ai envie de vous poser, qu'avez-vous pensé du dernier débat de la primaire diffusé hier soir sur France 2 ? C'était un match nul ou alors, selon vous, il y a un candidat qui est sorti du lot ? D'abord, j'ai trouvé que les débats étaient relativement intéressants, même s'ils étaient techniques. Je ne suis pas sûr qu'ils aient passionné les Français. J'ai regretté dans les deux premiers débats qu'on ne parle pas d'Europe, alors que c'est central pour la reconstruction de notre indépendance face aux grandes puissances mondiales que sont les États-Unis, la Chine, l'Inde. Et on aurait dû y consacrer beaucoup plus de temps avant ce débat et pendant ce débat. Et puis, je crois que c'est pas une question de match nul. J'aime pas tellement ce genre d'expression. Je pense qu'en réalité, ça change rien. Ça change rien parce que les candidats étaient connus. Les candidats étaient connus et que à la sortie, entre guillemets, je suis pas persuadé que ça fait bouger les lignes. Avant de parler justement des lignes qui ont peut-être bougé ou pas, est-ce que vous avez été choqué, vous, qu'une question soit posée à Nicolas Sarkozy sur les affirmations de Ziad Takedine qui prétend avoir donné des valises d'argent pour sa campagne en 2007 ? Je vais vous dire pourquoi je trouvais que c'était déplacé. C'est d'abord parce que quand il y a une enquête judiciaire et qu'on ne sait rien de ce qu'il y a dans un dossier, il vaut mieux pas l'étaler à la télé. Ça déséquilibre les choses. On a vu d'ailleurs aux États-Unis avec Madame Clinton une accusation ensuite retirée à quelques jours d'un débat. Les questions lui avaient été posées. On ne peut pas poser de questions à l'ancien président de la République ? Je pense que si on veut être sérieux, en l'occurrence, on pose des questions sur des dossiers qui sont connus. Là, il n'y a rien de connu d'autre que quelques informations qui fuitent à l'initiative de l'intéressé. On ne connaît pas la défense, etc. Mais c'est surtout que de toute façon, il y a 7 candidats. Il n'y en a qu'un auquel on peut poser la question. C'est le seul à pouvoir parler, les autres non. Je ne trouve pas que c'était le mieux placé. Il a eu raison de dire, donc, si je vous comprends bien, que c'était indigne. Non, j'aurais pas répondu comme ça, me semble-t-il, mais je pense que la question n'avait pas à être abordée là. Je pense qu'il y a d'autres émissions où il est seul, où quelqu'un peut lui poser la question. Là, vous en avez 6 autres qui regardent passer les ballons. Le match Juppé-Sarkozy qu'on annonce depuis des semaines, est-il vraiment écrit d'avance lorsqu'on observe en particulier la remontée assez spectaculaire de François Fillon dans les sondages ? Est-ce que finalement, on ne pourrait pas avoir une surprise dimanche soir ? Moi, depuis des semaines, pas récemment, je dis que je ne crois pas aux sondages dans la primaire. Parce que le métier d'un sondeur, c'est de comparer un comportement passé, ce que vous avez fait par le passé, à l'intention que vous déclarez. Donc vous ne croyez pas au statut de favori d'Alain Juppé, votre champion ? Je ne crois absolument pas, et j'invite les Français à ne pas du tout croire les sondages, quels que soient les ordres, les préférences des uns et des autres. Ils ne peuvent pas comparer à quelque chose qui a déjà existé, puisqu'il n'y en a pas eu de primaire. Ce qui rend, me semble-t-il, d'autant plus nécessaire que les Français aillent voter, et je les exhorte à aller le faire, évidemment pour Alain Juppé, mais qu'ils aillent voter. D'abord parce que pour la première fois, ils ont le droit de choisir le candidat, pas de le subir. Et deuxièmement parce que lundi, ce sera trop tard. On aura regardé passer, entre guillemets, le film. Et je pense en plus que les écarts entre les uns et les autres seront relativement serrés. Je parle des 3 principaux candidats. Je pense que les écarts seront serrés. Donc pour ne pas regretter devoir disqualifier tel ou tel, je pense que les Français doivent aller voter très nombreux. Les écarts même seront si c'est un petit effort, pour dire la vérité. Il faut trouver le bureau de vote, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, etc. Enfin, faire cet effort, plutôt que de se retrouver dépité lundi matin... Les écarts seront serrés, ça veut dire malgré tout qu'Alain Juppé est en train de perdre des points. Est-ce qu'il n'est pas en train d'avoir un procès en mollesse qu'on lui a fait depuis quelques semaines ? Est-ce la raison pour laquelle, par exemple, il a expliqué qu'il gouvernerait par ordonnance s'il arrivait au pouvoir ? Est-ce que ce n'est pas d'abord sur lui que François Fillon est en train de reprendre des points ? Le procès que vous évoquez, il est débile. Il y a quelques mois encore, on disait « Oh là là, Alain Juppé, il est trop dur, trop rigide, trop, comment dirais-je, brutal ». Et aujourd'hui, c'est un mou, c'est un hésitant, c'est tout ça... Parce que des électeurs de gauche veulent voter pour lui, par exemple, pour éviter Nicolas Sarkozy. C'est le cirque d'une campagne. Voilà. La réalité, c'est qu'Alain Juppé, il n'a pas changé. C'est d'ailleurs une de ses principales qualités de mon point de vue. Parce qu'un chef de l'État, ça ne doit pas être, comme on l'a vu avec François Hollande, quelqu'un qui change d'avis tous les matins. Ça ne doit pas être quelqu'un qui, hésite en fonction de l'opinion publique. Il doit, comme il l'a dit, fixer un cap. Et ce cap ne doit pas changer. Il y a une chose, par exemple, qui m'a surpris ces derniers jours. François Fillon dit dans son programme des choses qui ressemblent à de la surenchère. C'était 600 000 fonctionnaires à supprimer, ça devient 500 000, on ne sait plus très bien. Et puis on se rend compte en réalité dans le débat que ça finit par dire que moi je lave plus blanc. Mais moi je crois que la responsabilité d'un candidat, c'est pas de vendre une surenchère, pourquoi pas 600 000, 700 000, 800 000, c'est de faire des propositions qu'on peut réaliser. Parce que dans l'exemple de cette proposition, je vais vous dire une chose, ça veut dire qu'on ne recrute plus un policier. Moi, je pense c'est ce que M. Juppé a expliqué hier. Je pense qu'on a besoin de policiers. Oui. Regardez l'état aujourd'hui de la police. Je pense qu'on a besoin de recruter dans les hôpitaux. Regardez l'état des urgences dans les hôpitaux. Et donc, il y a des endroits où il faut supprimer les fonctionnaires, il y a des endroits où il faut en rajouter. 10 000 policiers en plus, ça ne me paraît pas du luxe quand on voit la situation de la sécurité en France et l'état de notre police et de notre gendarmerie. Les écarts se resserrent, vous l'avez
avez admis une hypothèse d'école que je ne vous souhaite Je pas crois en tant que je soutien crois qu'ils d'Alain Juppé. je crois qu'ils n'ont jamais été éloignés. Alors en tout cas, si, hypothèse d'école encore une fois, le duel final devait opposer M. Sarkozy à M. Fillon, et donc pas à M. Juppé que vous soutenez, qui choisiriez-vous vous Je vous remercie de m'inviter lundi matin pour que je vous réponde. Mais vous ne pouvez pas nous dire Non, d'ores et je déjà... n'ai aucune raison d'aller faire de la politique fiction, mais je vous remercie de l'invitation. Vous ne regrettez pas au final de ne pas vous être présenté, vous ou un autre candidat centriste, dans cette primaire de la droite et du centre dont vous êtes finalement absent? Non, parce que l'important dans une élection, c'est d'être en capacité de gagner pour faire passer les propositions. Comme je viens de le dire, c'est pas de faire de la surenchère juste pour gagner l'élection et ne pas pouvoir gouverner derrière. C'est pas non plus d'aller se montrer. Vous avez des candidats qui manifestement n'avaient pas beaucoup de choses à dire, ou certains avec qui j'étais en désaccord complet, qui se présentent. On se demande un peu pourquoi quand on les écoute hier. Encore une fois, si Alain Juppé n'était pas le candidat choisi, ce pourrait être Emmanuel Macron, pour vous, le bon candidat pour 2017? Je viens de vous dire que je ne fais pas de politique fiction, et Emmanuel Macron, il a un sujet, de mon point de vue, un problème. Le premier problème, c'est qu'il dit vouloir rénover la politique, mais finalement, il commence par un petit coup qui est de faire ça juste avant la primaire pour essayer de favoriser la candidature de Sarkozy. Je ne suis pas d'accord avec lui, je pense qu'on ne fait pas de la politique comme ça. Et deuxième problème, c'est que, c'est une crainte plus exactement, je ne crois pas qu'Emmanuel Macron puisse être élu président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre vis-à-vis des barbares de Daesh notamment. Vous croyez franchement que les Français vont confier à M. Macron la France en période de guerre? Je ne crois pas. Néanmoins, c'est quelqu'un avec qui vous pourriez travailler à C'est l'avenir. quelqu'un Vous qui êtes a très dit- proche de c'est lui quelqu'un- idéologiquement. C'est quelqu'un qui a dit des choses intéressantes sur des mesures économiques lorsqu'il était au gouvernement. C'est assez curieusement celui qui a imaginé le programme économique de François Hollande et on en connaît le résultat, mais il dit des choses, il disait des choses intéressantes, mais dès que vous sortez de l'économie, qu'est-ce qu'il dit? Dernière question, Jean-Christophe Lagarde. Manuel Valls a annoncé la prolongation de l'état d'urgence, y compris pendant la période électorale. L'état d'urgence, vous le voterez, vous, en tant que député? Non, j'ai déjà voté contre la dernière fois et je voterai contre la prolongation. Pour quelle C'est une raison? erreur. Manuel Valls explique qu'on a besoin de ça pour avoir des mesures exceptionnelles. Les perquisitions administratives, les assignations à résidence. Ça fait 1 an que ça dure. Si on a besoin de ça pour lutter contre le terrorisme, comme je leur avais dit il y a 1 an, il faut le mettre dans notre droit normal, un droit qui, dans le cadre de la lutte antiterroriste, permet tout le temps de pouvoir faire une perquisition administrative ou de pouvoir faire une assignation à résidence. Parce que la difficulté, c'est qu'on ne peut pas vivre en permanence sous état d'urgence. L'état de droit doit redevenir, et s'il faut mettre dans notre droit classique des mesures spécifiques à la lutte antiterroriste, faisons-le. Depuis 1 an, on ne l'a pas fait. Total, on s'est habitué à l'état d'urgence, et ça veut dire qu'on fragilise l'état de droit. Moi, je les alerte, parce qu'il y a des gens, même dans la primaire droite, qui disent que l'état de droit, c'est pas très grave. En perpétuant un état d'urgence permanent, la vérité, c'est qu'on fragilise et l'état d'urgence et l'état de droit. On vous a entendu. Merci beaucoup, Jean-Christophe Lagarde. C'est à vous, William. Très bonne journée. Merci, messieurs.